Travailleuse, travailleur, Tous mes chakras sont en train de se refermer les uns derrière les autres. Si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Bonjour, c'est Louis-Marie. Et Seb Musset. C'est jamais trop. Pas assez. Eh bien, bonjour à toutes et à toutes, celles et ceux, mesdames, mesdemoiselles et en quelque sorte messieurs. Nous sommes de retour pour ce 3e épisode de C'est jamais trop, pas assez. Comment vas-tu, mon très cher ? Écoute, ça va. Ma cafetière est tombée en panne, mais je l'ai réparée. Ça va. Ça, c'est parce que l'âme est-allemande est en toi, réparée, restaurée. Bon, alors dis-moi, Lou-Marie, on va parler de quoi cette semaine ? Alors, on a à la fois beaucoup de sujets parce qu'il s'est passé qu'on a quand même envoyé un bateau pour essayer de résoudre le problème à Gaza. Donc on a un voilier Dema qui est arrivé et qui va bientôt revenir. Et puis on a des décès alors bien tristes et, dans le monde de la musique. Ouais. Et enfin, on a un fait divers qui nous a brainwashé. Voilà, on a un fait divers, enfin quelques faits divers de plus. C'est de tout cela dont on va parler. Et on va d'abord commencer par notre revue de presse la plus exhaustive possible. Papa, arrête, mélange pas tout, le monde a changé, enfin... Toi, par contre, t'as pas changé. Terminé. Je vais commencer par ce petit tweet du compte Destination Ciné, qui reprend une information officielle. Alors, figure-toi, Louis-Marie, que la fréquentation des salles de cinéma en France est en chute libre. La fréquentation atteint 68% de celle de 2019, dernière année avant la pandémie. Alors, quelles sont tes explications à cette désaffection populaire des salles de cinéma ? Le fascisme. Le fascisme, peut-être, oui, mais c'était, n'est-ce pas un peu court ? À cause du racisme et du fascisme, c'est obligatoire. Ouais, mais ça va expliquer beaucoup des sujets dont on va parler. Je pense qu'il y a aussi le patriarcat. Voilà, on va faire. Moi, j'ai quelques explications. Bon, déjà, on va commencer par le prix. C'est juste pas tenable, surtout si tu as une famille. On accuse les plateformes, mais je suis pas tellement sûr que ce soit ça. Moi, je pense que des bons films sur les plateformes peuvent entraîner les gens à aller dans les salles. Donc, c'est pas tellement le sujet. Je pense surtout que l'offre est assez merdique, que ce soit au niveau étranger ou français. Oui, tu allais dire quelque chose. Il y a une explication qui est à la fois technique et plus simple. Les gens qui font du marketing savent qu'il y a deux choses. Il y a l'acquisition du client et sa fidélisation. La fidélisation étant plus simple que l'acquisition, qui, elle, coûte plus cher. Or, il y a eu une rupture de fidélisation avec le confinement, avec le jeu dangereux auquel les salles se sont livrées avec le pass. Donc en fait, le monde du cinéma a perdu ses clients et que là, il va falloir qu'ils investissent pour les réacquérir. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a quand même un manque très net de diversité au niveau du cinéma américain qui était jusqu'à présent assez moteur sur la fréquentation des salles et qui n'est plus vraiment le cas. Mais en même temps, c'est pas récupéré par l'offre française qui est complètement à la fois abondante et en même temps complètement... indigente. Abondante, indigente, assez générique, on va dire. C'est-à-dire que moi, c'est un truc qui me fascine. C'est-à-dire que quand on regardera... notre histoire contemporaine dans 30-40 ans et qu'on l'analysera par le prisme de la création cinématographique française, on aura une vision de la France qui ne sera absolument pas la réalité. Et je crois qu'il y a des sites de génération de pitch de scénarios français, de films français, mais c'est toujours le même, quoi. Alors moi j'ai un petit tweet du Canard enchaîné qui est très intéressant parce que le jour du match PSG Inter de Milan, avec les événements dont on a déjà parlé dans cette dernière émission, il s'avère que plus d'1 millier de migrants ont traversé la Manche depuis la côte d'Opale parce que c'était un record et coïncidence évidemment, les CRS qui sont d'habitude sur le littoral étaient dans les rues de Paris à se tourner les pouces quasiment. Voilà, c'est une belle illustration de l'état dans lequel est notre beau pays Potemkin. Nous n'avons même plus assez de CRS. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne seraient pas au courant, ce que le concept de Potemkin. Alors le général Potemkin était donc un général et pour faire plaisir à son impératrice en Russie, un jour qui désirait visiter un village, lequel village n'existait pas, il a fait construire des façades magnifiques et donc l'impératrice a pu visiter un magnifique village. Et depuis l'expression est restée, on la retrouve dans le premier Tintin chez les soviets, le fait d'avoir comme ça un faux plus beau que le vrai. Et notre pays est d'une certaine manière devenu un grand pays Potemkin.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on vit dans un pays rêvé. C'est un peu le Amélie Poulain, c'est une sorte de variation d'Amélie Poulain maintenant qu'on a régulièrement dans les communications politiques et même médiatiques. C'est-à-dire qu'on nous parle d'un pays alternatif qui n'est pas en connexion à ce que vivent la majorité des gens de ce pays. Et c'est pour ça que les gens vont plus au cinéma, ils y vivent. On parlait de la création cinématographique. La création cinématographique est essentiellement parisienne et très centrée, très urbaine et à la main des mêmes personnes, en fait, on va dire, en tout cas en termes de classe sociale et de foyer culturel. Ce cinéma est à l'unisson, en fait, de cette vision. C'est pour ça que je dis ça ne parle plus à personne. Puis tu vois que les films français, ça consiste, en fait, dans la base, c'est j'ai trouvé une location dans le sud de la France pour le mois d'août, c'est super chouette, on va faire un film. Non, c'est plus perverse que ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le cinéma français parle pas de la province ou du territoire. Il en parle, mais il en parle d'une façon soit souvent très très cliché, parce qu'il y a beaucoup de films qui sont tournés à Bordeaux, à Lyon, à La Rochelle. Mais en fait, il faut savoir que il pourrait être tourné à Bordeaux comme il pourrait être tourné à Marseille ou pourrait être tourné à La Rochelle. Le tournage est motivé, on va dire, il est motivé pour des raisons financières qui sont souvent des aides de la région. Mais c'est pas du tout ancré dans un territoire. Au contraire, ce sont des cinémas qui sont interchangeables d'un territoire à l'autre, alors que la réalité n'est pas comme ça. Mais ça, c'est gommé. Déjà, on a gommé les frontières, mais on a gommé aussi les spécificités locales. C'est très très rare les films qui sont vraiment identifiables. Je viens à part le cinéma corse qui a une vraie identité, mais voilà, il y en a assez peu finalement. Dans le scénario, il y a écrit dans la bonne ville de 3 petits points, puis en fonction du financement, on mettra Bordeaux, Reims. Ce qui tue à des aberrations, des fois même carrément scénaristiques. Je me souviens d'un film avec Agnès Jaoui qui se passait à La Rochelle. Et littéralement, le pitch du film, c'était quelqu'un de La Rochelle qui croisait son amour de jeunesse de La Rochelle, avec qui elle était à l'école à La Rochelle, mais qu'elle n'a pas vu depuis 30 ans, alors qu'ils habitent tous les deux La Rochelle. Et toi qui connais bien La Rochelle, tu sais que c'est impossible. C'est juste impossible. Ça ne peut pas arriver. Si tu connais quelqu'un à La Rochelle, tu le croises en 48 heures, tu le croises. Le samedi, tu vas dans le centre de La Rochelle, tu prends un café en terrasse, tu restes un quart d'heure et tu vois passer 2 fois la même personne. Bon, on va enchaîner. Moi, j'avais une autre petite news que j'ai pêchée sur. Alors, c'est une grosse news. Enfin, c'est pas une news de Twitter, c'est un indiscret de Politico. Donc, ça veut dire que c'est dans les tuyaux. Figure-toi, Louis-Marie, que le gouvernement français envisage de classer X, donc ex-Twitter, comme site porno en raison des contenus adultes tolérés depuis 2024. Alors c'est des propos de Clara Chapaz, que personne ne connaît, qui est ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique pour le gouvernement. Je crois que Clara Chapaz, elle n'a pas compris que le nom X, ça n'était pas une référence au film X. Hein. C'est comme l'interdiction de Pornhub. Il faut vraiment être un turbo teubé pour pas comprendre que ça va c'est détourné dans la minute et que ça va faire exploser les abonnements VPN. J'ai vu que Proton VPN avait tweeté là-dessus, le nombre de demandes d'abonnement pour le VPN avait explosé à partir de ça. En plus, ils ont vraiment amélioré leur interface. Donc voilà, une fois de plus, il faut savoir que ça part, c'est le costume des bonnes intentions, hein, c'est protéger les mineurs. Bon, j'ai envie de dire, si Macron veut protéger les mineurs, bon, qui s'occupe déjà d'éviter qu'ils soient trucidés dans le monde réel au couteau, hein, tous les jours. Tu as vu que Macron a enchaîné après la mort dont on va revenir. Hein, mais je termine parce que c'est très grave. Enfin, c'est très grave. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, Macron, même s'il ne se représente pas, on prépare le terrain, en fait. Hein. Il a préparé le terrain, on va dire, en dégageant les chaînes un peu embêtantes. Mais il y a quand même eu C8. Mais nous sommes dans le plus beau pays du monde. C'est comme on disait tout à l'heure, ils sont dans un pays alternatif, ils sont un peu emmerdés des fois avec le réel. Bon, alors les réseaux sociaux, c'est pas le réel, mais ça met quand même vraiment à mal le narratif. Et donc il s'agit de tout faire pour diminuer ce narratif, soit en le stigmatisant, hein, soit en l'interdisant purement et simplement si la stigmatisation ne suffit pas. Et note que la stigmatisation de X, comme par hasard, ça fait déjà donc 6 mois qu'elle est depuis le rachat de Musk, et puis toute cette campagne délirante des Lokitix dont on a déjà parlé ici, mais c'est pas un hasard, c'est une poignée de mecs, d'individus qui, dans ce truc-là, ont accès à tous les plateaux. Mais je vais peut-être donner un exemple, je déborde, on a parlé en conférence de presse, justement de ce phénomène. Alors, par rapport aux faits divers, soi-disant faits divers dont on considère qu'il n'en est pas un, sur lequel on va revenir, il y a François Bayrou, alors ça fait partie de ma chronique, de ma revue de presse. François Bayrou a tweeté, ce
solution, il a tweeté dans la minute, installer des portiques à l'entrée des établissements scolaires. Alors, ce que ça veut dire par rapport à ce que tu étais en train d'exposer sur X, c'est que François Bayrou, qui est un vieil homme incompétent et qui a le cerveau en forme de sauce blanche, a toujours pas compris que justement maintenant il y a des réseaux sociaux. Ils fonctionnent du temps de la presse papier, c'est-à-dire qu'on dit une connerie, la semaine d'après elle est oubliée, il y a une autre connerie qui est venue la remplacer. Et là, sa connerie, malheureusement, elle tourne sur les réseaux. Donc c'est pour ça qu'on la voit que c'est une connerie. Alors 60 000 établissements scolaires en France, à raison de 6 000 euros par portique, si on en met un par établissement scolaire, ce qui est déjà bien sous-dimensionné, ça fait 360 millions d'euros. On a vu avec quelle vitesse on a équipé les salles de classe d'extracteurs à air pendant le confinement. On n'a aucune peine à imaginer que jamais on ne verra un seul portique dans un collège. Sans parler du fait qu'il faudra passer par un appel d'offres, sans parler du fait que pour qu'il y ait un portique, il faut qu'il y ait quelqu'un pour opérer le portique, donc il faudrait aussi éventuellement embaucher ou en tous les cas avoir du personnel. Donc ce genre d'annonce est complètement irréel. On revient sur le thème du réel, mais dans la tête de quelqu'un qui ne sait pas que les réseaux sociaux existent. Donc il se dit, je dis une connerie, c'est pas très grave, demain j'en dirai une autre. Oui, c'est ça, mais bon, alors pour le coup, là, le sujet des écoles, là, on connaît bien. Je veux dire, vraiment, il va y avoir une méconnaissance complète du terrain pour savoir que dans les bahuts, il n'y a même pas de budget pour fermer les fenêtres, des fois. Donc, je veux dire, il y a la moitié des bahuts en ruralité qui n'ont même pas de porte. Enfin, je veux dire, il y a un problème récurrent dans tous les établissements scolaires de France, ce sont les stores. Donc, voilà, son truc, je sais pas où il se croit. Enfin, bon, c'est une fois de plus. Ça, sans compter, si tu as 2000 élèves dans un lycée, un portique, ça fait une très très longue queue à 8h du matin. Il faut arriver à 4h30, à peu près. Voilà. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour sur Bayrou. On reviendra tout à l'heure parce qu'on a une grosse émission, donc on va entrecouper nos dossiers un peu chauds avec des petites revues de presse un peu plus légères. Donc là, je te laisse l'honneur, je te laisse commencer, Louis-Marie. Je ne sais pas de quoi parle ta chronique. Attends, ne t'emballe pas tout de suite. Nous avons des jingles. Eh ben, ce ragoût est tout simplement dégueulasse. Lâchez-la, votre virilité, vous serez bien plus heureux. J'ai déjà dit 20 fois, quand la viande est cuite, tu la tiens au chaud. Et la sauce, tu la fais réduire à part, dans une casserole. Dans cette chronique, je reviens sur la gestion des festivités consécutives à la victoire du PSG. Youpi. Alors, on ne va pas revenir sur les faits, mais déjà, je tiens à placer le contexte. Nous sommes en France dans un état de droit. Oui. Non pas un état de droit, je tiens à le préciser. Quand un citoyen exerce donc son droit à manifester, droit constitutionnel, il risque de perdre un œil, une main. Les gilets jaunes sont bien placés pour en parler. Quand un soignant ou un pompier refuse d'être vacciné, mon corps, mon choix, il est balancé dans une zone de non-droit où il ne peut ni percevoir son salaire, ni travailler pour en percevoir un autre. Les manifestants contre les méga-bassines de Sainte-Soline, 200 blessés. Qu'en penserait Rémi Fraisse, tué par une grenade offensive au FF1 tirée par un gendarme. Je répète, une grenade offensive. Tu m'as entendu, mon cher Seb, un gendarme, donc un militaire, balance une grenade d'attaque sur un jeune de 21 ans, lequel, comme souvent le font les jeunes hommes, meurt. C'est donc un aperçu du traitement que réservent l'État et le pouvoir face à des manifestants qui contestent ces décisions. Mais quand le Lupen prolétariat débarque sur les champs avec le but festif de mettre la ville à sac, me diras-tu, que se passe-t-il ? Le ministre de l'Intérieur se carapate en Vendée, le préfet de police sous-dimensionne le dispositif et roule ma poule, advienne que pourra, il se passe ce qu'il était prévu. Quand on pille une boutique des Champs-Élysées, que risque-t-on ? Rien ou si peu, 500 € d'amende, des travaux d'intérêt généraux. Rappelons qu'en France, l'indépendance de la justice, celle dont on nous rabat les oreilles, est toute relative. Pourquoi, me diras-tu, mon cher Seb ? Oui, pourquoi ? Les juges sont indépendants, paraît-il. On pourrait, comme le fait Marcel Gauchet, évoquer la possibilité de les élire, mais passons. La France est régulièrement sommée par l'Europe de réformer sa justice. Pourquoi ? À cause des procureurs, ces magistrats représentant le parquet, lesquels sont nommés par le pouvoir exécutif, dont ils dépendent directement. Une amie à moi, juge de son état, me racontait les comparutions immédiates qu'elle présidait dans une lointaine province de l'Est à la suite des premières manifestations des Gilets jaunes. Le procureur, m'a-t-elle dit, avait des instructions. La justice en France est politique, elle n'est pas si indépendante qu'elle le prétend. Et quand il s'agit de taper sur les gueux, c'est jamais trop pas assez.
Écoute, une fois de plus, on ne s'est pas concerté, mais je pense que ça va se recouper, avec mon petit papier. Alors, quand je dis petit, je m'excuse par avance, car je fais pas de chronique culture cette semaine, et je fais une double chronique d'un coup, culturo-politique, avec un salto arrière, et qui va repasser point par point sur les petites histoires dont tu as parlé. Alors, Louis-Marie, reconnais-tu cette musique ? Oh là là, oui. Ah oui, alors, je sais ce qu'elle t'évoque. Oui, les bras musclés de notre leader suprême boxant son sac de training. Ce célèbre cliché en noir et blanc magnifié sous l'œil de Soisic de la Maçonnière, la Leni Riefenstahl de l'Élysée. Une photo garantie sans hormones, ni drogue, ni recours au trucage par intelligence artificielle. Réaction normale, Louis-Marie, réaction normale, il y avait un piège. Non, il s'agit juste de la musique du film Rocky, signé Bill Conti. Rocky, tu te souviens de Rocky, le film ? L'histoire de ce fils d'immigré italien, ouvrier au chômage, qui poursuit son rêve américain et à la force des pointes retrouve sa dignité sur le ring, mais aussi l'amour et la célébrité. Ne sois pas impatient, Louis-Marie, tu verras à la fin de cette chronique que l'on peut quand même établir un rapport entre Rocky et Macron. Mais pour l'instant, revenons à Rocky. Né sous les années de gauche, la gauche Carter, c'est pas... La gauche américaine, ouais, gauche américaine, libérale. Voilà. Rocky, 1976, est le premier film de la franchise qui rendra célèbre son interprète principal, Sylvester Stallone. Rocky est aussi le seul film de la série signé John J. Avildsen, un film pour lequel d'ailleurs le réalisateur aura un Oscar. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que John Avildsen signait avec le premier Rocky la conclusion de sa trilogie sociale sur l'Amérique au début des années 70. Les deux autres films plus sombres étaient Save the Tiger en 72 avec Jack Lemmon et un premier film choc nommé Joe, réalisé en 1970. Et c'est de ce film dont je vais te parler. Joe est un film d'auteur passé inaperçu en France, mais qui bénéficia d'un large succès aux États-Unis, où il est élevé au même rang de films d'une époque ou d'une génération, au même titre que Easy Rider à la fin des années 60 ou La fièvre des samedis soirs 10 ans plus tard. L'histoire de Joe, c'est l'histoire d'un cadre dans la publicité, qui s'appelle Bill. Bill est une sorte de madman un peu terne, plutôt centre progressiste. Et Bill veut venger sa fille. Elle est hospitalisée pour une overdose à cause de la canne dégueulasse de son amant dealer. Alors, on vous le rappelle, dites leur merde au dealer. Et dites merde au leader. Voilà. Et par colère et presque par accident, Bill va tuer le jeune dealer, ce sale punk. Bill culpabilise un peu, mais finalement on réalise que personne ne pleure ce type, bien au contraire. Et ce Bill, un peu paumé dans sa vie, va rencontrer un autre paumé, le fameux Joe, à l'autre bout de l'échelle sociale. Joe, c'est un ouvrier bien à droite, qui en veut à la terre entière, à commencer par les politiques, pour son salaire de merde et son déclassement. Les deux n'ont a priori rien en commun, mais sont unis par leur secret, Joe devinant, malgré ses apparences rustres, devinant tout de suite le meurtre commis plutôt par Bill. Et voilà nos deux compères qui se lancent dans une croisade rocambolesque d'épuration de la racaille à travers New York, qui à l'orée des années 70 ressemble un peu à ce qui est devenu la Porte de la Chapelle à Paris en 2025. Bon, je vous raconte pas la fin car il y a un twist savoureux. Mais si je vous parle de Joe, c'est que le film lancera une vague de films américains pour les 15 années à venir. Ce film a donné naissance à un genre, le Vigilant Movie, le cinéma de la légitime défense proactive. Les Vigilant Movies, c'est dur à dire, ont ce point commun de mettre en avant des personnages simples, des hommes du peuple, ouvriers au cadre, dans Joe on a les deux, qui, confrontés à la violence d'agression sur eux ou sur leurs enfants, et face au laxisme de la justice et au déni de l'État de reconnaître leur douleur et leur colère, ont décidé de rendre la justice eux-mêmes. Le plus connu des Vigilant Movies est sûrement Un justicier dans la ville avec Charles Bronson en 1973. On peut citer Justice sauvage de Phil Carlson en 1975 ou même Cobra de George Cosmatos avec Stallone en 1985. Ou même, pour les plus cinéphiles, le Taxi Driver de Martin Scorsese avec Robert De Niro qui aura la Palme d'Or à Cannes en 1975. Aurais-je raison ou aurais-je tort, tu me dis, de penser très fort à Clint Eastwood ? Ah, il y a de ça dans l'Inspecteur Harry, il y a de ça, c'est plus... Et même plus récemment dans Gran Torino, ouais. Mais c'est plus, en fait, on va dire, c'est plus... déjà, dans Gran Torino, il y a déjà un côté plus, presque... un peu tarantinesque, en fait. C'est presque une revisite d'un genre... c'est Eastwood qui revisite sa propre mythologie, en fait. Comme il fait depuis 20 ans, avec vraiment un succès, d'ailleurs. Enfin, il le fait avec bien. Talent. Ouais. Je poursuis donc cette petite chronique sur le Vigilant Movie pour vous dire que c'est le Vigilant Movie et la confrontation et la continuation urbaine. Attendez, j'enlève mes chaussures en même temps, c'est pas évident. Excusez-moi. Je suis en train d'assister à ça et je vous dis, très chers auditeurs, c'est absolument horrible. Non, je m'installe, je prends mes aises. Parce que bon, voilà. Alors, le Vigilant Movie est la continuation urbaine du western. Les enjeux de conquête de territoire y sont renouvelés. Il ne s'agit plus tant de conquérir le territoire que de le défendre et de défendre les siens face aux barbares. Comme Quentin Tarantino l'évoque dans son livre Cinema Speculations, le genre des Vigilant Movies parlait alors aux Américains de la majorité silencieuse, chère à Nixon. Ceux qui, lorsqu'ils regardaient par la vitre de leur voiture et voyaient les infos du soir, ne reconnaissaient plus leur pays.
Le Vigilant Movie apparaît aussi comme le contre-coup conservateur des idéaux pacifistes de la fin des années 60. Alors que les crimes impunis se multipliaient au début des années 70, que la délinquance liée à la drogue envahit les États-Unis et que le pays connaît une désindustrialisation massive et une défiance envers la classe politique. Bref, un climat ressemblant étrangement à celui d'aujourd'hui en France. Car tu l'auras noté, Louis-Marie, il y a depuis quelques années une montée du climat anxiogène dans les rues de notre beau pays. Moi-même, pourtant bel homme formé aux techniques de combat par dissimulation derrière mon exemplaire des Inrecuptibles, je ne m'aventure plus dans certains quartiers de ce trou à merde géant qu'est devenu Paris. J'ai renoncé à prendre ces transports en commun, bamacoisés, où tu peux te faire pousser sur les voies parce qu'un sans-papier vit mal son burn-out sociétal, ou prendre un coup de canif pour refus de don de cigarette, ou juste comme ça, parce que t'es blanc. Eh oui, personne n'est parfait. Bon, ce n'est guère mieux en surface. À moins d'1 kilomètre d'ici, un gang de gentils garçons dont nous tairons la couleur de peau est pourtant bien identifié par la mairie comme individu à problème. En langage municipal, ça veut dire dont il faut d'urgence subventionner les familles. Ces charmants individus donc ont tué à la machette Elias, un adolescent de 15 ans, pour récupérer son smartphone. Plus haut, dans le 11e, un arrondissement, pas siècle, c'est une tentative d'enlèvement de la fille d'un ponte de la crypto-monnaie par un gang de racailles qui a été filmé sous tous les angles. La tentative succédait elle-même à un autre enlèvement, pas une tentative, il y a vraiment un enlèvement qui a eu lieu, lui suivi de mutilation. Ailleurs en France, ce sont ces écoliers, ces joggeuses qui sont violées, tuées, ces enseignants décapités, cette surveillante récemment, qui a été poignardée en plein jour sous les regards de tous. Il y a évidemment les incivilités quotidiennes, là c'est un festival où tu ailles, rodéo urbain, trottinette dans les trains, crachats. Cette montée de la violence et des incivilités se déroule dans une apathie politique totale. Exemple récent, la déclaration de Macron dans Le Parisien au sujet de cette épidémie de mort violente. Alors je cite Macron dans son globish déconnecté. Je vais essayer de faire du Macron là. Oui, certains préfèrent pendant ce temps-là brainwasher sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Cette déclaration survient quelques heures après le bouleversant témoignage du père de Benoît, adolescent poignardé à Dax pour une simple histoire de casquette volée à la suite de la victoire du PSG. Vraiment une victoire, on aura beaucoup gagné ce soir-là. Je vais vous passer. Alors, je vais faire. Il y a eu, pendant que tu t'occupes de la technique, et à propos du père de Benoît, il y a aussi la mère du jeune Elias qui est passée sur BFM et qui a eu aussi une déclaration absolument glaçante. Alors, je vous passe le témoignage. Je vous laisse 30 secondes du témoignage du père de Benoît. Voilà, ça parle de voilà. Les types qui se battent avec un couteau, une arme à feu, une arme blanche, pour moi, ce sont des lâches. Ils ne valent rien. C'est des moins que rien. Ils ne devraient même pas naître. On devrait stériliser leur mère à ces gens-là. Et s'ils vivent en vie, on devrait les tuer sur le champ. Pourtant, je n'appelle pas la haine du tout. Ce n'est pas du tout mon état d'esprit. Au contraire. J'espère juste ne pas croiser ses complices ou de le meurtrier. Parce que j'ai leur tête et j'ai leurs photos. Si j'ai le malheur de les croiser, croyez-moi, je vais leur faire la misère. Alors, d'un côté, la colère poignante d'un père dont je n'ose même pas imaginer la douleur. De l'autre, la froideur et le cynisme d'un Macron dont on rappelle qu'il n'a pas d'enfant vu qu'il en est un lui-même et qu'il partage la vie avec sa prof de français de collège depuis 30 ans. Et le tout dans un environnement sous cloche et hyper sécurisé. Bon, on peut aussi citer Elisabeth Borne dans Le Parisien qui déclare « Il est important de privilégier la réflexion par rapport à la surenchère de mesures reculées. On ne doit ni légiférer à chaud ni dans l'émotion. » C'est bien, Babette, toute la rédaction du Bondi Blog t'applaudit. C'est pas comme si Elisabeth Borne venait d'entrer au gouvernement. Hein. Je la comprends qu'elle ne veuille pas légiférer à chaud. Mais ça fait quoi, 7, 8 ans qu'elle y est? Elle a été première ministre. Pour ces gens, de façon, c'est simple. Il n'y a pas de violence, pas de danger. Pour eux, l'insécurité est une abstraction, un concept populacier. C'est vrai, l'insécurité n'est pas une réalité, c'est un sentiment. C'est vrai. Mais comme le sentiment amoureux, n'empêche que quand t'es amoureux, t'es amoureux. Et ça change ta vie. Un sentiment est une déduction intime des sens. La montée de la violence est une perception, le manque de réaction du politique en est une autre. C'est ce décalage entre deux perceptions qui crée la colère chez l'individu. Le sentiment qu'il a que la prochaine fois ce sera elle ou lui ou ses enfants. Ce sentiment, jamais Macron ne l'aura. Il n'est ni parent ni du peuple. Face à ce déni, les gens rationnels sont poussés à réagir. Si cette montée de la sauvagerie se poursuit, l'autodéfense se généralisera. C'est une évidence. Note que dans les deux affaires d'enlèvement liées à la crypto-monnaie, l'une a été résolue grâce à la vigilance des riverains, l'autre a été déjouée par l'intervention de quelques riverains qui ont physiquement, au risque de leur vie, pris les choses en main. Pour l'instant, vu l'exponentielle des crimes et des délits, je vais être honnête, je trouve les Français étonnamment passifs. Quand ils ne collaborent pas tout simplement, je vous passe pas l'extrait là, mais j'ai entendu une intervenante c'était sur, je crois une émission de radio, c'était sur RMC, je sais plus, enfin c'était une prof qui avait été agressée, et en fait qui a choisi de ne pas porter plainte pour ne pas accabler son agresseur. Enfin bon, voilà, c'est délirant. D'ailleurs,
Les Français sont incités fermement à ne pas réagir. J'en veux pour preuve ce tweet du ministère de l'Intérieur au sujet de la montée des homejacking que tu vas nous lire, mon cher Louis-Marie. Le homejacking désigne un vol commis au sein du domicile en présence des habitants. En cas d'intrusion dans votre domicile, contactez immédiatement le 17. Ne prenez aucun risque. 750 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement. En résumé, on rentre chez toi pour t'agresser, te torturer, toi et tes enfants, mais si jamais tu saisis l'arme de ton agresseur et que tu l'élimines, tu risques plus de prison que lui. Si l'État veut bien que tu t'euthanasies faute de soins, il ne veut surtout pas que tu te mêles de défendre ta vie. L'ordre, c'est lui. Parce que si tu commences à gérer les agresseurs par les armes, il sait très bien, l'État, que très vite il se retrouvera dans le viseur. Le pouvoir garde en mémoire nos épisodes révolutionnaires. Mais Seb, il y a toujours eu de la violence. Une comme celle-là, larvée, faisant partie du décor et même moquée, méprisée au plus haut sommet de l'État, jamais. Il n'y a clairement aucune volonté de régler fermement ce problème pourtant majeur qui préoccupe les Français comme le montrent toutes les études d'opinion. Parce qu'il y a d'abord et avant tout un simple refus même d'admettre cette réalité. Je te prends l'exemple de la sécurité routière. Dans les années 70, on tournait à 13, 15, 20 000 morts par an sur les routes de France. On était dans un laxisme total par rapport à la sécurité en voiture. Il fallait surtout pas froisser notre industrie. Et pourtant, une fois le problème identifié et surtout traité, on a chuté à moins de 2000 morts aujourd'hui. Ça reste énorme, mais la baisse est sensible. Dans la preuve que quand on veut, on peut. En attendant, on a aussi flingué notre industrie automobile. Mais ceci expliquant peut-être cela. Quelles sont les raisons de cette violence chronique ? Oh, qui a dit l'immigration massive ? Je vous entends. Non, je t'arrête tout de suite. Les statistiques ethniques étant interdites, nous ne pouvons pas débattre de ce fait. Non, je pointe en premier, bien sûr, le laxisme judiciaire. La plupart des crimes ont des auteurs qui étaient déjà fichés, repérés, parfois condamnés avec des peines non appliquées. On a des mecs qui ont des casiers longs comme le bras et qui n'ont pas fait l'ombre d'une journée en prison. De l'incivilité au crime, il n'y a qu'une succession de renoncements à punir de la part d'une justice, de gauche et hors sol, si tu m'excuses ce pléonasme. Dans cet esprit, on citera le président de la Cour de cassation, l'un des plus hauts magistrats de France, qui alerte dans Mediapart récemment sur l'inquiétement développement d'un populisme anti-judiciaire. Non, je pointe ensuite la responsabilité des parents, bien sûr. L'abandon parental, c'est à peu près le point commun des raclures qui pourrissent notre quotidien. Et qu'on arrête de me lancer l'excuse de pauvreté, de discrimination, de parents isolés ou de relégation sociale. Être pauvre n'est pas un sauf-conduit pour avoir le droit d'agir comme une pourriture. Et d'ailleurs, au passage, il n'y a pas que des pauvres dans les meurtriers. Et puis, précisons au passage que la Mayenne, qui est l'un des départements les plus pauvres de France, puisque le nombre de RSA par habitant y est le plus élevé, n'est pas, que je sache, l'endroit où on se découpe au couteau le plus. Il y a Lyon quand même, ça fait une aparté. Mais tu penses à Émile Louis, toi. Ah oui, il y a quand même des spots, je suis désolé. Donc, je pointe enfin, bien sûr, et avant tout, l'aveuglement du politique. Évidemment, reconnaître une montée hors de contrôle, c'est aussi reconnaître son impuissance. Mais que faire, Seb ? Écoute, je n'ai pas vraiment de solution. Tout ce que je peux te dire, c'est que malheureusement, tant qu'il n'y aura pas d'enfants, d'élus ou de célébrités largement impactés, il n'y aura pas réellement de mesures fortes prises au plus haut. En attendant cet hypothétique sursaut républicain et les prochaines victimes, parce qu'il y en aura beaucoup d'autres malheureusement, je ne veux pas faire mon Joe, mais ne restez pas les bras croisés. Apprenez à vous défendre, apprenez à courir, apprenez à vos enfants à se défendre ou à l'inverse à esquiver, à adopter les parades sémantiques pour désamorcer les situations. C'est plus essentiel que les cours d'initiation à l'écriture inclusive. Bon, ce n'est pas du pessimisme, je pensais littéralement l'inverse de ce que je viens de dire il y a 10 ans, mais entre-temps, ce pays a fait une dégringolade de 150 ans en termes de civilisation. Et qui a-t-on à la tête de l'État depuis 10 ans, Louis-Marie, je te le demande ? Rocky, bien évidemment. Bravo Louis-Marie, bravo. J'ai trouvé. Tu vois, j'avais trouvé. C'est d'un disco, c'est génial. J'avoue que j'ai un faible pour la série Rocky. D'abord parce que ce sont des films de boxe et la boxe y est magnifiquement filmée. Ouais, c'est pas évident du tout à filmer de la boxe. Ouais, je trouve que c'est beaucoup mieux filmé que chez Scorsese par exemple. Ouais, voilà, et je le trouve, pour ça déjà ça vaut le coup. Le personnage de Rocky qu'a incarné Stallone et puis qui l'a porté, parce que c'est vraiment quelque chose de très personnel et très touchant. Pour la petite anecdote, le deuxième personnage de Rocky qui est Rambo, de Sylvester Stallone, pardon. Donc son deuxième personnage c'est Rambo. Il avait déclaré avoir choisi ce surnom en référence à Rimbaud. Alors je sais pas parce que Rambo, en fait c'est tiré d'un bouquin de David Morel. Et le premier Rambo est absolument magnifique. Le premier Rambo, c'est le retour du soldat et son inadéquation au monde réel, et c'est absolument magnifique. On va faire une grosse digression après ma chronique sur le premier Rambo. Mais on a beaucoup caricaturé Stallone à cause des
suites, hein, c'est-à-dire les Rocky suivants et les Rambo suivants. Mais le premier Rocky est un film social, hein, clairement, et le premier Rambo aussi, en fait. C'est l'après-Vietnam, quoi. C'est l'après-Vietnam, et qui est un film en 2 parties, et la deuxième partie, qui est un peu une sorte de survival dans la forêt, et en plus, cinématographiquement, c'est un des plus beaux films qui a été fait tourné en extérieur dans une forêt, je crois, de ces 50 dernières années. Vraiment, il est extrêmement réussi, ce film. Et Stallone n'est pas du tout l'abruti qu'on a voulu en faire en France. Il faut le voir en VO, parce que moi je l'avais toujours vu en VS, ce film, et je suis allé à une projection, là c'était Starfix qui organisait ça, je suis allé à une projection où j'ai enfin vu le film en VO, et la prestation de Stallone à la fin, là, quand il chiale, c'est vraiment ça. Alors c'est ridicule en français, honnêtement, je trouve que c'était un point faible du film. En anglais ça paye. Les voix françaises sont en général assez ridicules. J'ai une petite nouvelle pour nous donner du baume au cœur et puis montrer à nos auditeurs à quel point nous sommes des gens concernés. Je vous recommande une exposition de photographie. Wow, tu passes du coq à l'âne. Mais le coq à l'âne, c'est parce que tu vois, ça c'est mon côté uppercut, enchaînement droite-gauche. C'est mon côté Rocky, le Rocky de la chronique. Donc ce sont les haïkus d'argent, l'Asie photographiée par Michael Kenna. Et c'est une rétrospective d'envergure sur le travail du photographe Michael Kenna en Asie. Alors ce sont des photos en noir et blanc absolument magnifiques et on dirait réellement des estampes japonaises. Donc au musée Guimet qui se consacre à la culture asiatique en général. Voilà, donc ça a commencé, je crois, il y a 2 jours. Oui, à partir du 11 juin. Donc ça a commencé il y a 2 jours jusqu'au 29 septembre au musée Guimet. Je parle évidemment à ceux qui nous écoutent et qui sont parisiens, mais c'est élitiste, c'est très élitiste. C'est très élitiste, mais entre le 11 juin et le 29 septembre, si vous avez l'occasion de passer par Paris, pardon, mon père, le pape, est-il passé par Paris? Phrase test. N'hésitez pas, le musée Guimet. On ira ensemble. Oh, oui. On relance sur une petite revue de presse de ce qu'on a vu sur les réseaux. Je te laisse. J'ai envie de revenir. Moi, j'ai 2 chouchous aujourd'hui dans la politique. C'est François Bayrou, mon premier, et le deuxième c'est Manon Aubry. Alors François Bayrou qui après a annoncé, on a parlé tout à l'heure, un certain nombre de billevesées. Voilà, de billevesées. Il y en a quelques-unes. Hein. 42 mesures pour les quartiers populaires. Ah, je l'avais pas vu celle-là. Alors, devine quoi. 40 nouvelles cités éducatives. Donc j'imagine ça doit être des lycées, collèges. Autant les construire en bois, ce sera plus facile à brûler. Hein, je propose, voire on les construit pas, on fait des tentes. Doublement des délégués police-population. Je sais pas ce qu'est un délégué police-population. C'est quoi? Mais il y en aura 2 fois plus. Alors s'il y en a 0, 2 fois 0, ça fait 0. C'est donc quoi? ça C'est va. des délégués de classe? C'est quoi? Je sais pas, des délégués police-population. Alors après avoir supprimé la police de proximité, merci Sarkozy, dont on savait que l'îlotage avait une fonction et un impact, on essaye de résoudre les problèmes qu'on a engendrés. François Bayrou propose aussi 60 millions d'euros pour l'entrepreneuriat féminin. Waouh. Alors là, je sens que c'est un game changer. Je sens que les banlieues... la bonne bullshit mesure, ouais. On va envoyer les copines à aller dealer du shit. Et 100 000 chômeurs seront accompagnés via Équipe Emploi. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'Équipe Emploi? Je ne sais pas. Je pense que c'est la division 2 de ceux qui m'accompagnent actuellement. C'est vraiment... Et des internes en médecine seront envoyés en QPV. Les QPV sont les quartiers populaires. Je ne sais pas ce que le V veut dire. Voilà. Tout de suite, on sent que... c'est pas comme si on n'avait pas fait ça depuis 30 ans. De déverser des tonnes et des tonnes, des tombereaux d'argent à l'approche sur des les élections. banlieues. Tu sais toujours à l'approche des élections. À l'approche. Donc voilà, donc une annonce. Donc ma deuxième chouchoute des réseaux, c'est Manon Aubry, dont j'ai découvert en me renseignant un peu qu'elle n'a absolument aucun rapport avec l'autre Aubry. C'est un nom courant, Aubry, quand même. Oui, mais moi je savais pas. Voilà, il a fallu que je tombe littéralement sous le charme de Manon Aubry, qui est une eurodéputée, qui doit être payée 7 500 €. Non, c'est plus. Eurodéputée, c'est quasiment 9 000 et c'est double. C'est 2 fois 9 000, dont une partie des 9 000 qui est en cash. Et en plus de ça, elle ne paye pas d'impôts. Donc, oui, puis je te parle, je suis une fois de plus. De toute façon, si vous voulez faire de la politique, vous voulez lancer dans un truc lucratif, l'Europe, c'est vraiment le truc. Il n'y a aucune implication. Sauf si vous êtes d'extrême droite. Ah oui, mais là c'est mal, c'est fasciste. Là c'est mal, parce qu'on voit fasciste que c'est raciste. Non, mais par contre, c'est vraiment. Marine Le Pen, elle a fait guère que ce que fait tout le monde, c'est-à-dire financer son parti grâce à l'Europe, mais elle est d'extrême droite. Non, franchement, si je me lançais en politique, je
je ferai comme tous les inutiles, j'irai à l'Europe. Je veux dire, c'est vraiment c'est un jackpot et t'as quelques jetons de présence ou je sais pas quoi, mais enfin, c'est vraiment ce qui est le plus rentable et le moins impactant en plus. Personne ne sait ce que tu fais. Alors donc Manon Aubry, donc non seulement personne ne sait ce qu'on fait au Parlement européen, mais en plus le Parlement européen, je le rappelle, Coralie Delhomme nous l'avait suffisamment expliqué, n'est pas à l'origine des projets de loi. C'est un Parlement fantoche d'un peuple européen qui n'existe pas. C'est la Commission européenne qui décide. Le Parlement européen, tout au plus, ils ont le droit de voter oui. Alors donc Manon Aubry s'agite beaucoup et elle a beaucoup tweeté sur ce qui est l'information de la semaine, hein, le fait divers saillant de la semaine, c'est la flottille de la liberté. La flottille de la liberté a été interceptée par Tsahal et qui gentiment a offert des brioches et des sandwichs. Ne spoil pas ma chronique. Je suis en train de la spoiler un peu. Mais grâce à Manon Aubry, on sait que 100% des Palestiniens à Gaza sont menacés de famine, par exemple, et que tous ceux qui sont restés silencieux face au génocide à Gaza se rendent en réalité complices du plus grand massacre de masse du XXIe siècle. Alors moi, je juste, comme toi et moi, on a un certain âge, juste rappeler qu'on a été éduqué par l'éducation nationale, élevé avec un certain sens donné au mot. Le mot génocide est celui qui a été créé à la suite de la solution finale qui a été entreprise par les nazis vis-à-vis des Juifs. Moi, quand j'étais au collège, je me souviens d'avoir été amené pour voir Nuit et brouillard d'Alain Resnais. Je me souviens que la Shoah, d'avoir eu des cours d'histoire sur la Shoah, que le plus jamais ça, que le plus grand massacre du siècle et que le génocide et ce qui justifiait du génocide, du mot de l'appellation génocide, c'était ce que les Juifs avaient subi. Or, je trouve que ce détournement de vocabulaire, de parler d'otages en parlant de Rima Hassan, par exemple, qui serait retenu en otage par Israël, de parler de génocide en parlant de ce que subit la bande de Gaza, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Ce détournement des mots m'inquiète beaucoup par rapport à la réalité de ce qu'il recouvre. Donc voilà, c'était... Moi j'en parlerai dans la chronique, mais c'est clair qu'il y a un... Bon, de toute façon, ils font même plus mystère de ça chez les filles, c'est qu'ils draguent ouvertement une clientèle au passage. Bon, je vais raconter un peu mon histoire personnelle, mais Mélenchon, je l'ai assez rencontré à une époque. Je veux dire, en 2009-2010, je veux dire, le mot Palestine, le mot musulman, c'était même pas dans son vocabulaire. Il n'en avait rien à carrer. Donc, tu vois, ce que ça montre, en fait, avec l'affaire de la flottille de la liberté, c'est qu'ils en ont pas plus à carrer. Ah non, ils en ont rien à foutre. Alors, je parle des têtes, hein, des cadres. Après ça, je pense qu'il y a des gens plus ou moins motivés à l'intérieur, il y a des gens plus ou moins concernés, ça c'est une chose, mais bon, c'est évidemment opportuniste. Bon, rappelons que c'est la stratégie Terra Nova, hein, oui, tout à fait. Dans les années 2000-2010, Terra Nova étant un think tank, qui a théorisé en fait qu'il fallait plus faire du combat de classe sociale parce que c'était dépassé, il fallait axer sur le combat racial, tu vois. Ce qui est fou, c'est qu'à l'époque de cette publication de Terra Nova, je crois que c'était en 2010-2011, donc c'est précisément l'époque dont je te parle, et qui critiquait le plus vertement ce rapport ? Mélenchon. Et il applique à la lettre, il va même plus loin que ce que préconisait Terra Nova, honnêtement. Mais parce qu'il n'y avait pas d'antisémitisme chez Terra Nova, on peut pas leur reprocher ça. Voilà, c'est hallucinant. Cet homme, ce parti, cette mouvance, c'est une imposture qui instrumentalise des gens. Et en plus, moi, c'est même pas ça qui me choque le plus. C'est les conséquences que ça a en France pour la sécurité de certaines personnes. En fait, je parle de la communauté juive, hein, qui concrètement, il y a quand même des mômes qui se sont fait... je rappelle qu'il y a eu quand même Mohamed Merah, enfin il y a des enfants qui se sont fait buter à bout portant dans ce pays. Hein. On l'a oublié. Donc il y a des gens qui sont concrètement en danger aujourd'hui. Et je ne parle pas de la Palestine ou quoi, je parle ici, en bas de chez nous. Voilà, moi c'est un peu ça qui me... c'est l'utilisation des mots et de choses dangereuses et l'instrumentalisation par ce courant politique qui clairement joue avec le feu. Il y a un côté apprenti sorcier de la guerre civile. Hein. Ouais, et vraiment, eux, je les aime pas. Oui, eux, je les aime pas. Oui, mais je te rejoins. C'est d'où le sens là, de la lecture du tweet. Hein. Moi, je suis très inquiet de voir les mots comme ça balancés un peu dans n'importe quel sens.
On va essayer d'enchaîner, c'est dur, hein, mais bon. Parce que là, on est un peu plombé, on va essayer de revenir à des choses. Plomber l'ambiance. Bah écoute, je te propose de parler budget 2026, hein, ça va. Voilà, ça, tout de suite, j'ai une érection. Et bah, figure-toi que tu ne pourras plus te faire rembourser ton traitement pour dysfonctionnement érectile. Voilà. Écoute, je te l'apprends. Un article des Échos qui s'appelle Budget 2026, la prise en charge des maladies chroniques dans le viseur du gouvernement nous apprend, à l'heure où l'exécutif cherche à redresser les comptes de la sécurité sociale, le ministre de la Santé, Yannick Neuder, alors je découvre son nom au passage, je ne savais même pas qui c'était, se montre ouvert à l'idée de revoir les conditions de prise en charge des soins des personnes touchées par une affection de longue durée, donc maladie mentale, diabète, cancer, asthme chronique. Quelle manière étrange de dire on va plus payer, on va plus te rembourser. C'est un truc de fou. Alors, je ne veux pas faire mon complotiste de base, mais cette déclaration sort 3 semaines après ce dont on parlait dans le premier numéro de Jamais trop pas assez, la loi sur la fin de vie passée à l'Assemblée il y a 3 semaines. Que c'est étrange. Voilà, c'est quand même fou, quoi. Les mecs, là, ils se cachent plus, là. Par contre, si je veux me faire raccourcir la bite, je crois que là, ils me payent. Hein. Ouais, là, c'est bon, là, ça passe encore, là. Bah, écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ouais, ça doit pas être une affection longue durée. Lâchez-la, votre virilité, vous serez bien plus heureux. J'ai déjà dit 20 fois, quand la viande est cuite, tu la tiens au chaud. Et la sauce, tu la fais réduire à part dans une casserole. Mais c'est Sandrine Rousseau, non, qu'on entend? Il y a du Dominique Lavanant dans les samples, il y a du Sandrine Rousseau. Franchement, j'arrive plus à différencier l'une de l'autre. Il y en a une qui me fait beaucoup plus rire que l'autre. Donc voilà, alors... Je dirais pas laquelle. Cher Louis-Marie, je te laisse enchaîner sur ta seconde chronique. Ce lundi, c'était la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est, en France, férié, me diras-tu. Mauvaise réponse. Le cas du lundi de Pentecôte est une subtilité toute française. On dit que c'est un jour férié, mais non chômé. Ce qui veut dire que vous travaillez, mais que vous n'êtes pas payé. C'est chouette, non? Eh ben ouais, c'est français. En d'autres temps, quand un travail n'est pas payé, on appelle ça de l'esclavage. Mais c'était avant que nous vivions dans la plus belle des démocraties du monde, la République française. Que s'est-il passé? Souvenons-nous. En 2003, en août exactement, il a fait chaud, très chaud, trop. Dans les hospices, les croulants cannent par boîte de 12 et le ministre de la Santé est en vacances et répond aux caméras de la télévision en bras de chemise. C'est Jean-François Mattei, je crois, c'est ça. C'est ça. Quelque temps plus tard, les résultats tombent. 15 000 vieux sont morts en avance. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, c'est normal, c'est français. Ils allaient mourir, ils étaient vieux et on va tous mourir. Donc en août 2003 ou en janvier 2004, qu'est-ce que ça change? Sauf que voilà... Nous ne voulons plus mourir. Et le gouvernement, qui peut tout faire, devait nous protéger. Devant le scandale, il s'est passé ce que Naomi Klein décrit dans son livre La stratégie du choc. L'ordre en a profité pour avancer d'un cran. La réponse est rapidement arrivée. Le Premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin, avait la solution. Si les vieux étaient morts, c'était de notre faute. C'est parce qu'on s'en occupait mal. Bouh les mauvais Français! Le gouvernement va donc s'en occuper à notre place, mais il faut payer. Une journée de travail qui ne sera donc pas rémunérée. Même les profs qui ne produisent aucune richesse devront s'y coller. C'est chouette, non? Ça s'appelle une punition collective. Personne ne peut y couper. Et voilà pourquoi, depuis 2003, nous avons un jour férié non payé. Après ça, qui bosse vraiment ce jour-là? Je sais pas, je crois que c'est un merdier. Alors, chez les profs, ça a été un merdier incroyable, ça se fait localement. Je crois que ça consiste en fait pour beaucoup à te piquer une journée de RTT. Oui, c'est ça. Hein, donc, tu as une journée de RTT de moins. Donc, dans tous les cas, ça revient à te prendre 7 heures de salaire. Pour 15 000 vieux, lesquels, de toute manière, seraient morts un peu plus tard. Et puis, comme tout récemment, on vient de voter le droit de les faire mourir. Oui, c'est complètement... Non, mais de toute façon, c'est-à-dire que, comme l'histoire, à un moment, il y avait la vignette automobile ou quoi, c'est du fléchage d'impôts, mais c'est n'importe quoi, en fait. En fait, ça, c'est l'argument de com'. C'est comme l'histoire de la censure avec Twitter. En fait, on te sort cet argument, sauvons les vieux, qui est juste l'argument, qui est le chausse-pied pour t'enfiler, en fait. Ce qui a été la vraie raison, ça a été de permettre d'avancer la suppression d'un jour férié. Oui, voilà, c'est tout. C'est la réduction du prix du salaire, quoi, de ce que coûte un salaire. Alors, je ne sais pas si on enchaîne sur fait une petite revue de presse ou si j'enchaîne sur ma chronique directe. Ouais, je vais faire la chronique. Allez, fais ta chronique. Ouais, je vais faire la chronique. Quel drame, oui, Marie.
C'est la fin de la croisière s'amuse pour les Instagrammeuses du fond islamo-wokiste, alliés de circonstances médiatiques, à savoir la députée Rima Hassan et l'escroquerie verte de Stockholm nommée Greta Thunberg. La croisière au diesel de nos deux héroïnes de la libération du peuple palestinien qui n'attendait qu'elle a été stoppée au large de Gaza par l'armée israélienne ce week-end. Et cette flottille de la liberté dont nos Thelma et Louise du Hamas avaient annoncé en martyrs sacrificiels qu'elle se conclurait dans le sang s'est en fait achevée par une distribution de brioches par Tsahal sous les caméras du monde entier. Louis-Marie en 2025, si les bombes massacrent toujours des innocents, le ridicule, lui, ne tue toujours pas. En tendant sa crêpe Nutella de la paix, Tsahal aura quand même réussi l'exploit improbable d'arracher le premier sourire de sa vie à Greta Thunberg. Rima et Greta ont bien appelé la gauche parisienne à la rescousse en ce samedi soir de terreur pâtissière en pleine Méditerranée, mais la gauche était mobilisée devant la finale de Roland-Garros. La prochaine fois, il faudra mieux coordonner le calendrier des priorités. Certes, LFI s'est rattrapé dès le lundi de Pentecôte donc, en organisant avec la complaisance des autorités un de ces petits happenings border antisémites dont elle a le secret. On y a agressé du journaliste, on a scandé des horreurs qui, si je les répétais, me vaudraient une condamnation. La routine, quoi. Le député Thomas Porte y est même allé d'accuser l'armée israélienne de kidnapping au sujet de Rima et Greta. Là, ce n'est plus du ridicule, mais la honte qui ne tue pas. On rappellera à Thomas que les otages, ce sont les gens que ses copains terroristes détiennent depuis le 7 octobre 2023, qui pour certains ont été violés, torturés et tués pour la plupart. Mais qu'attendre de cette gauche, finalement, qui est désormais devenue l'exacte incarnation de ce qu'elle croit combattre, l'intolérance et le sectarisme communautaire. Alors, loin de moi l'idée de nier le drame que subissent actuellement Palestiniens et Israéliens. Et l'objet de mon courroux ici est d'abord et avant tout la clique de gauche franco-française de dégénérés, endoctrinés, qui voit une opération de liberté dans cette farce de communicants conçue comme une série Netflix et pilotée par le Hamas et financée surtout par fonds publics européens et français. Alors, que dire de cette alliance contre nature entre islamistes et wokistes ? Qu'elle finira mal. Par exemple, je peux vous annoncer, sans risque de me tromper, que LFI finira par lâcher la communauté LGBT, c'est une évidence. Si wokisme et islamisme sont compatibles, ce n'est pas pour du développement durable. Perso, je ne donne pas cher de la peau d'un déconstruit inclusif, .ve, non-binaire, en Segway éco-responsable face à la calage d'un islamiste dont on rappelle à toute phase utile l'objectif, détruire tout ce qui n'est pas comme lui et qui n'a pas les mêmes croyances que lui. Ce qui est désastreux donc, ce n'est pas tant cette flottille, certes financée avec nos impôts, c'est bien que la gauche bourgeoise et névrosée occidentale et les Macron et consorts sont les idiots utiles d'un narratif qu'ils se reprendront inévitablement dans la gueule. Alors qu'ils ne bougent pas le petit doigt pour Boualem Sansal, écrivain français de 75 ans embastillé en Algérie depuis 6 mois, parce qu'il écrit « Macron gesticulait dès dimanche pour exiger la libération séance tenante des 6 Français de la flottille, alors qu'il savait pertinemment qu'il le serait en moins de 48 heures. » À l'approche des élections, la logique comptable prime sur toutes les autres, et il y a des minorités plus nombreuses que d'autres. Il s'agit de ne pas se mettre à dos l'électorat musulman. À gauche, c'est plus simple. Leur récupération, leurs outrances, leur antisémitisme de plus en plus décomplexé sert surtout à galvaniser une base militante plutôt qu'à l'élargir. De front républicain en front républicain, la gauche et ce pouvoir, ces deux frères ennemis, s'entendent à la perfection pour faire perdurer cette farce tragique qui, je le rappelle, met concrètement des vies en danger sur le sol français, ici, tout de suite. Mais je te le demande, Louis-Marie, que sont-ce quelques vies à l'aune de l'assurance d'une reconduction de poste pour soi et ses amis, à l'Assemblée, au Conseil régional, à la mairie ou à la présidence de la République ? Et au Parlement européen. Bien sûr, cela va de soi, c'est la matrice. J'ajoute que la question, tu disais, la communauté LGBT va finir dans les poubelles de LFI, ça me semble de plus en plus évident. Hein, c'est parce que Free Palestine for the Queer et for the Gwyn, ça le fait pas. Notez que la communauté gay vote RN de plus en plus, c'est pas du tout un problème. Être homosexuel au RN, Steve Briouat, maire de Hénin-Beaumont, en est un exemple. C'est quelque chose qui... Philippot en est un exemple. C'est quelque chose qui ne pose absolument aucun problème et que un certain nombre de personnes homosexuelles ont compris que il y avait une incompatibilité entre être musulman et être homosexuel. Donc oui, la communauté LGBT va se retrouver balancée quelque part. Donc ça arrivera, enfin, être abinaire, queer, transgenre et musulman, ça va pas aller ensemble. Arrête, mélange pas tout, le monde a changé, enfin... Toi par contre, t'as pas changé! Et voilà, maintenant t'interviens n'importe où, ça y est, on se relâche. Non, mais j'avais un tweet. Ah, ok, mais vas-y, alors lance-le. Alors, un tweet, il y a eu là, un jeune de 18 ans a été verbalisé par des agents de la sûreté ferroviaire pour avoir chanté en latin « Jubilate Deo » en pleine gare, comme 7000 autres jeunes, tous revenaient du pèlerinage de Chartres. Donc, quand tu chantes à la gloire de Dieu en France, tu te prends 500 balles d'amende. Ce que je disais, il y a une vraie bataille de territoire. Le terrorisme liturgique est interdit, il faut le savoir. Ouais. Non, mais il y a une vraie bataille de territoire dans
dans les transports en commun. Hein. C'est une évidence. C'est pas des news qui sont... C'est pas du hasard. Si tu crames une caisse, hein, c'est moins cher en fait. Bah oui, mais tu tires sur un policier, c'est moins cher. C'est concrètement. T'as vu le mec qui a heurté volontairement un policier en mini-moto, il s'est pris 150 balles. Bon, bah écoute, je sais pas, je suis pas spécialement pro-police ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, il y a une échelle des valeurs. Bon, la justice, c'est cul par-dessus tête, mais là, en l'occurrence, c'est pas la justice, puisque ça concerne la police interne de la SNCF. Hein, c'est pas. Oui, donc là, c'est encore un niveau au-dessus de. C'est même plus hypocrite, c'est de dire eux vont payer. Oui, voilà, c'est ça. T'es blanc, donc t'as pouvoir d'achat. T'es chrétien, bah allez, double peine. Donc on va t'en mettre 2 fois plus. Tu vas payer. Et en fait, tu vas payer pour les autres. Alors, figure-toi qu'un internaute a une très bonne idée, et c'est un vrai sacerdoce, hein, parce que franchement, je m'y serais pas collé. Il a eu l'idée de compiler l'actualité et les meilleurs moments des stars de la Twitchosphère de gauche. Alors, la Twitchosphère de gauche, je vais t'expliquer ce que c'est. Bon, c'est en fait ce qui a succédé un peu à la blogosphère. Hein. Ce sont des gens qui font un peu la même chose que nous, mais qui se filment et qui ont des communautés. Et il faut reconnaître qu'à gauche, ils ont été très actifs ces 10 dernières années. Ils ont monté des vraies communautés et c'est même devenu des bons business. Ils ont une influence certaine et on peut leur reconnaître d'avoir su créer une communauté. Mais depuis peu, du fait justement de ce qu'on parlait, là, des incompatibilités entre communautés, puis le côté je lave plus blanc que toi, je suis plus irréprochable, plus éthique que toi, et voilà, et en fait ils ont tendance un peu à l'image de ce qui se passe sur Blue Sky à s'auto-exclure les uns les autres et à se faire des fatwas les uns aux autres. Et donc il y a un compte X qui s'appelle le Twitch Gauchiste et qui fait un peu le feuilleton, le soap opéra. Tu me l'as fait découvrir et j'avoue que je vais y passer du temps. C'est le soap opéra des déchirements de la Twitchosphère de gauche. Et là, bon, ils sont en train d'exploser. Hein. Ils ont eu leur heure de gloire, mais là, on est en train d'assister à l'explosion d'une supernova. Tu vois, c'est la fin d'un univers qui est en train de se contracter, qui est en train de faire boum. Ça s'accuse de VSS, ça accuse qui ne soutient pas assez la Palestine. Ça s'accuse mutuellement de manque de rigueur idéologique. Bref, la commu vole en éclats. Bon, c'est assez réjouissant à regarder. Je rappelle la finalité de l'esprit woke. Hein. Tu es woke si tu penses que pour un débat sain et apaisé, il est important d'exclure des gens du débat. Les gauchistes, c'est comme disait Christophe Lambert dans Highlander, à la fin, il peut en rester qu'un. Voilà, bon, c'est un peu abrupt comme fin, mais voilà, je vous recommande. Moi, je voulais juste dire, tu as parlé de la Twitchosphère, il y a la complosphère, il y a la fachosphère énorme. Moi, je suis militant de la laissez-nous-sphère. Laissez-sphère. Voilà, laissez-sphère et go fuck yourself. Juste un petit suivi, puisque il y a 2 semaines, dans notre premier épisode, tu nous avais parlé de ce documentaire Arte. Ouais. Hein, et j'ai été un petit peu vérifié, regardé, et j'ai pas réussi à trouver, c'était la question qu'on s'était posée, comment s'est-elle débarrassée de son appartement. Alors rappelons, c'est l'affaire d'une de réalisatrice de documentaire pour Arte, qui filme le combat qu'elle mène dans sa copropriété pour lutter contre l'arrêté d'éviction. Et puis finalement, de guerre lasse, elle abandonne et elle revend son appart. Alors j'ai lu une interview de la réalisatrice pour Télérama et à la question, elle botte en touche. Donc je ne sais pas. Elle lui a posé la question quand même. Voilà, on lui a posé la question et elle botte en touche. Donc je ne sais pas comment elle a fait pour se débarrasser de son appartement et du crédit qu'elle avait dessus. Ouais, parce qu'elle le dit elle-même. Donc moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Non, mais on peut lui poser directement la question. Elle a un compte là. J'avais regardé qui c'était. Elle a un compte Instagram. Ah bah tiens. La question est de savoir comment elle s'est débarrassée de la chose, puisqu'elle a fini par arrêter. Ok, bah écoute, je pense qu'on va pouvoir passer à la dernière partie de notre émission, bon, qui est un peu triste, mais on va essayer de la faire joyeuse. Voilà, et c'est différent. J'ai peur que nos discussions provinciales vous embêtent un peu. Tu veux dire qu'il s'est copieusement emmerdé? Ah non, pas du tout, au contraire. Ce récital de lieux communs éculés m'a tout à fait intéressé. Alors, mon petit Louis-Marie, excuse-moi cette familiarité, mais je crois que l'actualité a un peu chahuté nos chroniques culturelles respectives et on va rendre un petit hommage à Sly Stone. Sylvester Stewart, dit Sly Stone. Alors, notons que Sly, c'est aussi le surnom de Sylvester Stallone. Ils ont quasiment le même nom, ouais. Donc, on boucle sur la fin. Alors, Sly Stone, celui qui a monté le groupe Sly and Family Stone, qui est né le 15 mars 1943 à Denton, Texas, et qui est mort il y a quelques jours, le 9 juin 2025. Toi qui es un grand fan, un huge fan, voire le plus grand fan de France de Prince, du Love Symbol, tu sais à quel point Prince doit
à Sly Stone, parce que Sly Stone, c'est le premier à avoir... D'abord, c'est un multi-instrumentiste, et c'est le premier à avoir monté un groupe mixte et multiracial de funk, de musique qui groove. On le voit, hein, il y a une trompettiste black, il y a un batteur blanc. Enfin, c'est à une époque où aux États-Unis, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Donc, il est de ce point de vue-là déjà très novateur. Ensuite, dans la musique qu'il pratique, un mélange des genres. C'était extrêmement aussi novateur. Et si vous voulez voir Sly and Family Stone en concert, je vous recommande de le voir dans le magnifique film de Michael Wadleg. Voilà, Michael D. Wadleg. C'est le film Woodstock qui relate le concert de Woodstock en 1969, le seul, le vrai, pas celui de 99, qui a été organisé par la même personne par ailleurs. Oui, qui a été un énorme fiasco. Et qui a été un énorme fiasco. Alors, sachant que le premier a aussi été un énorme fiasco, mais alors, on voit dans le film, quel fiasco. Un fiasco magique. Un fiasco magique. Il attendait quelque chose comme 2000 personnes, il en a eu 400 000. Il attendait 200 000 personnes payantes, il en a eu 400 000 qui n'ont pas payé. Au deuxième jour, il a plu, ça a été la boue, ça a été... une catastrophe, et on a dans le film un split screen où on voit à la fois d'un côté sur le côté gauche de l'écran on voit la scène, ce qui se passe sur scène, et sur le côté droit on voit un couple qui baise. C'était vraiment 3 jours de paix et d'amour. Et alors Sly Stone intervient à Woodstock, il est le dernier de la journée, il intervient très 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 tard, et c'est une performance magnifique. Il joue Take Me to Higher, je crois. I Want to Take You Higher. I Want to Take You Higher. Et c'est quelque chose alors, donc on est en 69. Sachant que le lendemain, et du fait des retards successifs, c'est Jimi Hendrix qui interviendra et qui jouera l'hymne américain d'une manière complètement destroy, et qui fait référence au Vietnam, à la guerre du Vietnam en cours, devant une audience très clairsemée et en descente d'acide. Alors, c'est un film, il y a eu 200 km de pellicules qui ont été tournées. C'est une époque où on faisait beaucoup de films musicaux. C'est un genre qui s'est complètement perdu. Il n'y a pas eu que ça, il y a eu plein Enfin, Woodstock, comme ça a été un gros succès en salle, ça a vraiment lancé pas mal de films, notamment Scorsese, qui a beaucoup Scorsese a commencé là-dedans, en fait, a commencé dans le documentaire musical. C'était l'idée, tu mets 3 caméras et tu les fais tourner en continu. Alors, on raconte parmi les anecdotes il manque des scènes parce que les cadreurs étaient tellement défoncés qu'ils ont tourné sans pellicule. Alors Sly Stone, comme beaucoup, a touché le fond, s'est disparu dans la drogue, il a été SDF pendant un moment, et puis il s'en est sorti. Bon, c'est vraiment quelqu'un qui est un peu... On parlait tout à l'heure des films américains qui sont très connus aux États-Unis et qui sont inconnus en France. C'est vrai que Sly and the Family Stone, ça a été un groupe, vraiment, je pense que c'était le groupe, peut-être avant les Jackson, le groupe noir américain, enfin en tout cas une composante noire américaine le plus populaire aux États-Unis, je pense. Transgenre, je veux dire, qui était dans plusieurs pas, qui se limitait pas à un seul genre musical. C'est en ça qu'il a, je pense, c'est l'influence, en tout cas, et c'est même revendiqué comme tel par Prince, c'est la plus grande influence musicale sur Prince, en fait, Sly Stone, et c'est d'ailleurs, il puisait régulièrement dans leur répertoire depuis toute sa carrière. Il a joué du Sly Stone sur scène, jusqu'à même faire venir la Family Stone, en fait, avec lui sur scène, qui est devenu son groupe, en fait. Sans Sly, effectivement, parce que Sly, à partir des années, j'irais au milieu des années 70, c'est un peu parti dans un délire mystico-paranoïaque, on va dire, assez imbibé de drogue. Bon, il a un peu, c'est la qualité de ce qu'il fait, ça peut être, il était plus du tout à la hauteur par rapport à ça. Mais par contre, on peut toujours écouter tous les albums. Il y en a eu plein. Ils ont fait 6 ou 7 albums entre 67 et 75. Il n'y a rien acheté. Ils sont tous bons, quoi. Ça groove, quoi. On a entendu l'extrait. Ça groove terriblement. C'est aussi en ça qu'il a influencé Prince beaucoup. C'est que le groupe, Sly Stone, a été vraiment spoilé par sa maison de disques, en fait. Ils ne se sont pas enrichis, en fait, avec leur musique. Alors que ça a été... Sachant qu'aux États-Unis, la question des droits d'auteur est complètement différente. Mais surtout à cette époque-là, et surtout les artistes noirs étaient vraiment mal lotis par rapport à ça. Ils ont vraiment été exploités, même très très tard. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à partir des années milieu des années 70-80 où ils ont commencé à prendre les choses en main. Oui, c'est pas juste parce qu'il a mal géré ses affaires qu'il a fini dans un camion. Non, parce qu'à la fin de sa vie, il était quasi SDF. Ah oui, il y a eu une période quasi SDF, et c'est pas parce qu'il a balancé tout en drogue, c'est parce qu'il s'est fait avoir avant. Ouais, non, il y a des... Moi, j'ai revu une vidéo, là, justement, une interview récente, ça fait mal au cœur. Mais bon, voilà, il reste néanmoins qu'il a été ultra
ultra samplé, repris. Oui, les rappeurs ont samplé. Je pense qu'avec James Brown, c'est l'artiste le plus samplé. On a beaucoup parlé de James Brown, mais en termes de sample, hein, pas chez les rappeurs, mais Sly Stone beaucoup aussi. Ouais. Donc voilà, donc on vous invite. Au-delà de tout ça, ce qui est presque que de l'anecdotique, on vous invite donc à aller écouter les albums. Je vais vous faire une compile là, sur Deezer ou sur Spotify. Vous pouvez écouter Stand, There's a Riot Going On, Fresh. Enfin, il y a 6 ou 7 albums. Il y en a quasiment 1 ou 2 par an entre 67 et 74, et c'est tous des tueries. Et de voir le film, si vous avez l'occasion, hein, Woodstock 69, qui est absolument extraordinaire. D'abord parce que sur scène, il y a quand même, il y a Jimi Hendrix, Sly Stone. Alors Janis Joplin n'a pas été filmée. Alors, elle a refusé de diffuser, d'être au montage du premier, donc elle est dans les bonus de la deuxième édition. Ils ont fait un film avec sa presta à part, en fait. Voilà, c'est ça. Elle est dans aussi Janis Joplin, exemple, c'est le Club des 27 avec Jimi Hendrix. Les Who qui sont là et qui jouent une magnifique version tirée de leur album opéra rock Tommy. Il y a Kennedy qui est là, il y a comment il s'appelle, l'anglais qui a une voix éraillée, James Brown, non pas James Brown, Joe Cooker. Voilà. Oui, il y a Joe Cooker qui reprend un morceau des Beatles. Il y a Santana qui est là. C'est un film extraordinaire en tant que film et en tant que ça relate un moment qui a été aussi c'est un beau ratage, hein, Woodstock. Tu parlais de Paranoïaque. Et j'enchaîne parce que nous avons hélas une deuxième nécro à faire. C'est Brian Wilson. Brian Wilson, c'est le fondateur et c'est aussi l'âme principale des Beach Boys. Donc il nous a quittés il y a 2 jours, le 11 juin, à 82 ans. Alors il avait fondé les Beach Boys avec ses frères et ses cousins. La première partie des Beach Boys est très très bien documentée. On connaît, c'est des tubes, ils ont enchaîné. C'était un pur produit marketing parce que, comme je vous dis, ils étaient californiens, mais c'était pas du tout des surfeurs. Mais si vous voulez avoir une introduction, alors puisqu'on est un peu sur musique et cinéma, il y a ce magnifique film qui est sorti en 2014 qui s'appelle Love and Mercy, qui est donc un biopic. Et les biopics, Dieu sait que c'est chiant et que ça peut être mal foutu, mais celui-là est très très bien fait parce que le rôle de Brian Wilson est interprété par 2 acteurs, John Cusack et Paul Dano. C'est-à-dire que Brian Wilson a une partie de sa vie était la deuxième partie de sa vie quand il a arrêté les Beach Boys et il s'est lancé dans sa carrière solo. Il a été sous curatelle et donc la partie sous curatelle est interprétée par John Cusack et où l'on voit la curatelle extrêmement perverse qu'exerce sur lui son psychologue, qui vit chez lui et qui vit à ses crochets. Et la première partie de sa vie, quand c'est le début des Beach Boys et le rapport que Brian Wilson entretient avec son père, qui est extrêmement maltraitant. Et là, c'est interprété par Paul Dano. Et donc, le fait d'avoir 2 comédiens extraordinaires pour interpréter la même personne, qui plus est physiquement se ressemble absolument pas, ça donne au film une dimension très bien vue parce que réellement, Brian Wilson a aussi fini psychiquement très abîmé. Alors, il s'en sort bien, il se marie, il rencontre une femme et c'est ça qui lui permet de s'en sortir et d'avoir une deuxième carrière. Alors, Brian Wilson, c'est pas juste un petit rigolo qui jouait de la basse au sein des Beach Boys, c'était un grand compositeur qui était très impressionné par les Beatles et qui a réellement voulu produire un album de la dimension de celui des derniers Beatles, notamment de Sgt. Pepper's. Donc, je vous recommande de voir ce film qui vous introduira une autre dimension des Beach Boys qui est malheureusement résumée parfois à des choses très entraînantes et très joyeuses. Et si tu conseillais 2 albums là, pour un béotien, le Pet Shop, Pet Sounds, voilà, Pet Sounds, voilà. J'allais dire Pet Shop Boys, non, ça c'est un groupe. Donc Pet Sounds est un album très particulier dans la... Celui-là. Alors ouais, donc de cet album,
Alors, dans le film, on voit le moment de composition. Brian Wilson est un musicien de génie qui entend les parties de chaque instrumentiste et qui leur chante en disant « je veux que tu me joues ça ». Et là, quand on entend rien que l'extrait que tu as passé, il y a déjà une finesse dans l'harmonisation vocale. Mais ensuite, à écouter l'album, c'est quelque chose de beaucoup plus construit. C'est pas juste des singles qui sont, tu sais, l'idée de l'industrie musicale était déjà à l'époque, on a un album et puis on extrait 2 singles pour en faire la promo. Là, il y a rien à extraire, quoi. C'est un album concept. Ouais, tout à fait. Donc voilà, le Pet Sounds qui a été que je vous recommande, et puis ce sera déjà bien assez, parce qu'en plus après il y a eu plein d'exploitations, de réexploitations, plein de compilations, on a sorti des best-of et tout. Donc voilà, Pet Sounds de Brian Wilson. D'accord. Alors, des Beach Boys, mais c'est Brian Wilson. Ok, bah écoute, voilà, ça fait un peu d'optimisme. Un peu de douceur, hein, après. On n'a pas été très joyeux, je pense, mais là, un petit peu de douceur. Bon bah on va gentiment s'orienter vers la fin de l'émission et on va tout simplement. Attends, je vais faire ça, je couperai. On va vous dire merci. Attends, on va rien vous dire du tout. On va lancer un générique parce que c'est comme ça, c'est la procédure B24 et le B24 c'est la procédure du générique de fin et j'appuie là et c'est un nouveau générique. Travailleuse, Ah non, mais ça suffit. Mes chakras sont en train de se refermer les uns. Bon, ok, bon, on va vous dire. C'était le générique d'intro, mais on peut le mettre en outro. Non, on va le mettre en outro avec un léger fade-in, tu vois. Je pense que ça va te parler comme ça. Voilà, bon, on va vous remercier de nous avoir suivis pendant, je pense, une bonne heure et demie, là. J'en sais rien. Pour cette 3e semaine, ouais. Cette 3e semaine, on va revenir... alors, déjà, ASAP, voilà, on revient vers vous, ASAP. N'hésitez pas à laisser vos commentaires où que vous regardiez cette émission, sur la page Facebook, sur YouTube, sur Ocha, sur Spotify. Voilà, je sais pas, écrivez-nous, laissez vos impressions, allez sur nos comptes respectifs, donc Seb Musset, moi je suis Seb Musset sur Seb Musset en un seul mot sur X, ce sera le plus simple, ou sur le compte Facebook. Moi je suis Louis-Marie sur X et sur Facebook. Et puis on se retrouve donc, je pense, la semaine prochaine. On va essayer de se caler ça, on va essayer d'être bien là. Si on a le choix dans la date, moi c'est bon. Voilà, exactement. Ils sont pas au courant. Ouais, si. Donc ça va aller, je te dis au revoir Louis-Marie, on fait le point. On fait le point très très vite, on revient en espérant que l'actualité n'aille pas plus vite que nous, parce que là je cache pas qu'une fois par semaine c'est presque pas assez tellement ça va vite. À bientôt, à tout à l'heure. À très bientôt.